Aujourd'hui, je vais vous parler du coup d'un projet perso. Ça n'a rien à voir avec mon boulot, même si on va en parler un petit peu. Une conf assez spéciale parce que c'est Montpellier, là où est basée mon entreprise. Donc j'ai des collègues dans la pièce et franchement, j'ai jamais été aussi stressé. Bon, le niveau est quand même à 1%, mais petite pression parce que je sais qu'ils sont rarement tendres avec moi et je sais que vous allez le constater pendant la conf. On va parler aujourd'hui de deepfake, zéro prérequis. Vraiment, on va parler d'intelligence artificielle, de certaines attaques, de certains détecteurs qu'on peut mettre en place, et aussi de pourquoi j'ai fait ça. La raison, c'est principalement par curiosité. On va parler de StyleGAN. StyleGAN, c'est donc un GAN, un réseau de neurones génératifs, qui a été créé par NVIDIA et qui sert notamment à faire beaucoup de fausses photos de profil sur les réseaux sociaux. Point rapide à propos de moi, je m'appelle Mathis Hamel, je bosse chez Coding Game. Qui est-ce qui connaît Coding Game là en levant la main? Trop bien. Ok. Bon, je vous en parle rapidement et après on passe à autre chose. C'est pas de ça que je suis venu vous parler aujourd'hui. Coding Game, voilà, un site où vous codez et le code pilote un jeu vidéo, grosso modo. On a aussi du coup notre business qui génère de l'argent parce que ce site est gratuit. C'est du testing de développeurs avant de leur faire passer des entretiens d'embauche pour vous faire gagner du temps. Donc on fait des tests automatisés à la QCM avec des puzzles, un peu comme ce qui se passe sur les puzzles de la plateforme de la communauté. Et on a fusionné avec une boîte qui s'appelle CoderPad, qui est un IDE en ligne partagé. Voilà, installez-vous, j'ai pas encore commencé. Alors, le site thispersondoesnotexist.com, c'est de celui-là qu'on va parler aujourd'hui. Alors, je vais vous le montrer, il est là. C'est un site, vous tapez thispersondoesnotexist.com, il y a une image qui apparaît, c'est tout. On refresh, il y en a une autre, il y en a une autre. Ces gens-là, ils ont été générés par des réseaux de neurones, c'est pas des vraies personnes. C'est des visages artificiels qui sont vachement bien faits. Donc là, voilà, sur cette slide, je vous en montre quelques-uns. Il y a 9 images, parmi ceux-là, il y en a 8 qui sont fake. Il y a une vraie personne. Vous voulez jouer? Allez. Qui pense que la vraie personne, c'est la numéro 1, tout en haut à gauche, là? Ok. La numéro 2? Qui pense que numéro 3, c'est une vraie personne? Ouais, franchement. La numéro 4? La 5? Ah, ça commence à se réveiller un peu. Ouais, la 5, je me fais tout le temps avoir aussi. La 6? 7? 8? 9? Bon, bien joué aux 6 ou 7 qui ont répondu la 8, c'était lui là. Lui, c'est une vraie personne, tous les autres, c'est des fakes. Voilà. Bon, on voit bien que, en tant qu'humain, on n'est pas très bon pour repérer ce genre de truc. Bon, surtout, je peux vous expliquer après comment j'ai choisi cette photo-là, qui est faite un peu aussi pour vous avoir. Donc, ce site-là, c'est un démonstrateur. Vraiment, ça n'a jamais été pensé pour être un truc autre qu'un démonstrateur de la puissance des réseaux de neurones. Donc StyleGAN2, qui est un réseau de neurones qui a été inventé et entraîné par NVIDIA. Celui-là, il génère des visages. StyleGAN2, il peut générer plein de trucs. Vous allez sur This Cat Does Not Exist. Il est incroyable, ce site. C'est vraiment, tout est dans le nom. Mais, voilà, on connaît Internet, on connaît les gens un peu dégueux qui se baladent dessus. C'est utilisé aussi pour faire notamment des faux comptes, des bots, voilà, d'influence politique, d'astroturfing, tout ce qu'on veut. Et donc ces faux visages-là, ils sont pas mal utilisés dans ce cadre-là, et c'est quelque chose qu'on peut chercher à un peu démonter et prouver qu'une personne a une fausse photo de profil. Donc c'est devenu beaucoup plus dur qu'avant parce que historiquement, pour se faire un faux profil sur Twitter, sur Facebook, on prenait une photo random de quelqu'un, on mettait un faux nom, une fausse adresse, une fausse date de naissance. Le plus dur, c'était de trouver une photo de quelqu'un qui ne puisse pas être retrouvé autre part sur Internet. Ça, c'était très dur. Donc les faux profils, généralement, on arrivait à les cramer assez facilement avec une recherche d'image inversée. Maintenant, du coup, les photos, elles sont uniques. On ne peut plus vraiment y faire grand-chose. En plus, elles sont super réalistes. Donc, du coup, on se retrouve à avoir des faux profils qui sont très réalistes. Alors, comment est-ce qu'on se bat contre ça? Après, les raisons peuvent être extrêmement diverses. Je sais que notamment dans le journalisme, ça sert pas mal de chercher à mettre ce phénomène en évidence. On a donc la chance qui est que StyleGAN2, c'est un réseau de neurones qui est difficile à entraîner. Donc la plupart des gens, ils vont pas aller s'emmerder à faire leur propre truc.
ils vont utiliser This person does not exist, faire F5 2-3 fois, trouver une photo qui leur va bien, et hop, c'est leur nouvelle photo de profil. Si on arrive à pirater, entre guillemets, ce site-là, c'est gagné. On a rempli la mission initiale. Mais d'abord, écoutez, on va faire un petit détour, parce que j'ai 45 minutes, et sincèrement, on a largement le temps. On va apprendre comment ça marche tout ça, parce que c'est super intéressant, ces réseaux de neurones. Comment est-ce qu'ils font pour générer des photos de visage? Voilà, vous avez certainement déjà entendu parler des GAN. Là, on a vu aussi récemment sur Internet DALL-E, le réseau de neurones où on lui tape un texte et il sort une image, enfin il sort même 9 petites images là, qui sont super bien faites. Voilà, c'est ce genre de truc. Alors DALL-E, je ne sais pas exactement comment c'est fait derrière, mais les GAN, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je ne vais pas vous expliquer comment ça marche un réseau de neurones, je vais juste vous donner dans les grandes lignes. Un réseau de neurones, on se dit ouais, c'est super compliqué, c'est du hardware, il y a des bouts de cerveau et tout. Franchement non. Un réseau de neurones, il a des inputs, c'est des nombres, il a des outputs, c'est des nombres. Tous ces trucs-là entre les deux avec les flèches et tout ça, c'est des multiplications et des additions. Les flèches, c'est des multiplications, les ronds, c'est des additions. Et c'est vraiment ça. On peut modifier les paramètres de ça, c'est en ça que consiste l'apprentissage, pour faire en sorte que les inputs et les outputs correspondent par rapport au jeu de données d'apprentissage. Mais grosso modo, un réseau de neurones, c'est une boîte noire à qui on va apprendre à faire une tâche extrêmement spécifique en lui donnant plein d'exemples. Voilà. Si vous retenez ça, franchement, on a gagné. Ça pourrait être aussi un cours de 1 semestre. Je vous l'ai condensé en 30 secondes. Vous douterez que c'est un peu plus compliqué que ça sous le capot. Mais dans les très très grandes lignes, c'est vraiment ça. Quelques exemples de réseaux de neurones que vous connaissez certainement. PlanteNet, l'appli mobile, vous prenez une photo d'une plante, ça vous dit quelle espèce de plante c'est. Super utile pour se la péter dans la nature comme ça, sauf quand il n'y a pas Internet en rando. Filmer les trucs pour les assureurs, là, filmer une voiture qui s'est pris un accident, évaluer les dégâts qu'il y a dessus pour savoir est-ce qu'on envoie une assurance, est-ce qu'on envoie une dépanneuse, combien coûteront les réparations. Troisième exemple, déterminer quand quelqu'un dit ce mot-là, ça c'est voilà, je vais pas le dire parce que je sais que tous les téléphones vont se réveiller dans la salle, mais c'est un réseau de neurones qui se cache derrière ça. Détecter des comportements suspects sur le réseau, des piratages, des choses comme ça, c'est des choses aussi en cybersécurité qu'on fait beaucoup, qui sont pour l'instant très prospectives, mais on s'intéresse énormément à la puissance de l'intelligence artificielle pour ça, et notamment les réseaux de neurones, parce que c'est un peu le phare de l'intelligence artificielle en ce moment. Alors un GAN, qu'est-ce que c'est? Un GAN, c'est un type de réseau de neurones qui va avoir la spécificité d'être génératif, donc de générer des choses. Adversarial, ça veut dire antagoniste, on va voir tout à l'heure pourquoi, et network, donc un réseau de neurones. Donc réseau, antagoniste, génératif. C'est un truc qui existe depuis pas très longtemps. Le premier papier de recherche, c'était 2014, Ian Goodfellow, qui a publié ça, qui s'est dit pendant un repas au resto, et si on faisait ça? Et il a essayé, ça marchait de fou. Et du coup, voilà, depuis, il a inventé vraiment une nouvelle discipline, une sous-discipline du machine learning qui a explosé dans les dernières années. Dans un GAN, on va avoir deux réseaux de neurones. Donc on se souvient, un réseau de neurones, c'est une boîte noire qui apprend à faire une tâche extrêmement spécifique. On va avoir le générateur et le discriminateur. Ils vont chacun avoir une fonction très particulière. Le générateur, alors en entrée, lui il est un peu spécial. En entrée, on lui donne du random. On lui donne juste des données random. Et en sortie, on lui dit produis-moi des photos de visages réalistes. Alors pourquoi ce random? C'est parce que, donc, je vous le disais, c'est des additions, des multiplications. En fait, si on donne la même entrée toujours à un réseau de neurones, il sortira toujours la même sortie. Donc là, c'est juste pour lui donner de la variation, donner un peu de la créativité pour lui donner cette source de variabilité et qu'il puisse produire des images qui ne soient pas toujours exactement la même. Mais franchement, voilà, c'est un point de détail. Le discriminateur, c'est un deuxième réseau. Lui, on va lui apprendre en lui passant une photo en entrée et on va lui demander est-ce que c'est une vraie photo ou pas. Et lui, il répond juste oui ou non. Voilà, donc là, voilà, l'output, il y en a vraiment effectivement que deux. Il y a un vote oui, un vote non, et on prend le plus fort des deux. Celui-là, du coup, ça va être un petit peu l'ennemi. Ça va être deux ennemis, ces deux réseaux. On va les brancher comme ça, et ils vont jouer à un petit jeu qui va consister en plein de tours. On a le générateur. Le générateur, on lui dit « génère-moi une image ». On a aussi une banque de vraies images. Et on a le discriminateur. Le discriminateur, on va lui présenter
une image qui vient soit d'une vraie image de notre banque de données de visage, soit qui va venir du générateur. Et le discriminateur, il va essayer de dire « Ok, là, je pense que tu me passes une image qui vient du générateur, c'est une fausse. » Ou « Ah oui, là, je pense reconnaître une vraie image, donc ça doit être une vraie. » Et donc, ces deux-là, ils vont apprendre comme ça. Vous notez que le générateur, donc le réseau qui va générer les images, celui qui va produire les photos de visage, ce générateur-là, jamais de sa vie, on lui montre les vraies images. Il apprend juste en gagnant ou en perdant contre le discriminateur et en ayant cette espèce de comportement qui est renforcé. Si le générateur gagne, on va faire tendre l'apprentissage, on va lui dire oui, c'est bien, le récompenser entre guillemets, pour qu'il produise davantage d'outputs comme ça qui vont réussir à arnaquer le discriminateur. Et si le discriminateur a raison, lui, on va le renforcer, le générateur, on va lui dire ah bah non, c'était essaye plutôt de faire autre chose. Mais voilà, c'est un apprentissage qui est du coup extrêmement long, parce que du coup, le générateur, vraiment, il va juste essayer des trucs. Le discriminateur, il ne sait pas non plus à quoi ça ressemble une vraie image au début. Il va aussi essayer des trucs. Donc au début, les premières heures, les premiers jours d'entraînement, c'est du bruit blanc le truc. Elle ressemble à rien les images parce que les réseaux ne savent pas à quoi s'attendre en fait. Et petit à petit, ils vont tendre parce qu'on injecte ces images réelles dans l'équation. Petit à petit, ils vont tendre vers des images qui vont être de plus en plus réalistes jusqu'à ce que en fait le discriminateur et le générateur ils puissent plus s'améliorer, ils restent à un score de 50-50 et voilà. Et c'est comme ça qu'on arrête l'apprentissage. Voilà. Donc ils s'entraînent un petit peu tous les deux l'un contre l'autre, mais ça leur permet de s'améliorer comme ça en faisant des matchs progressivement. Les difficultés d'entraînement d'un réseau de neurones, alors déjà on va avoir l'overfitting. L'overfitting, c'est c'est cette image-là. Quand on essaye d'apprendre quelque chose un peu trop bien, et ben en fait le réseau il va faire du par cœur. Il va juste apprendre par cœur le dataset, donc ici ça correspondra à la frontière verte. Oui, le score d'entraînement est de 100%, mais finalement sur des données réelles, on risque d'avoir une performance qui est bien moins bonne que la courbe noire qui est ici, qui est un peu plus généraliste, qui s'autorise à faire quelques erreurs parce qu'on n'a pas fait de surapprentissage. Une convergence très lente également, c'est ce que je disais, voilà, on a ce nombre de parties qui est faramineux pour faire cet apprentissage. La puissance de calcul aussi, ça demande entraîner un GAN. Je crois que Julien, tu l'as fait d'ailleurs. Voilà, ça demande pas mal de budget, ça demande du GPU. Voilà, et c'est aussi assez galère à faire, surtout si on le code soi-même sans réutiliser du code qu'on a chopé autre part. Et on a aussi l'effondrement du mode. Alors ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ça ressemble beaucoup à l'overfitting. Alors, on va passer maintenant à des attaques sur StyleGAN. À comment est-ce qu'on détecte qu'une image a été produite par StyleGAN. Comment est-ce qu'on fait pour détecter ça? On pourrait donc prendre un réseau de neurones, coder notre propre réseau de neurones, ou alors utiliser celui qui est déjà pré-entraîné dans StyleGAN. Parce que, alors, du coup, dans This person does not exist, le discriminateur, on s'en fout. Hein. Il est plus là. On utilise juste le générateur pour générer les images. Le générateur qui a bien été entraîné, qui fait des belles images de visage. Donc on pourrait se dire, on va reprendre ce discriminateur là qui attend que ça. On pourrait dire, on va entraîner notre propre discriminateur qui serait un réseau de neurones. Si on arrivait à faire ça, ça voudrait dire qu'en fait, on a une performance de plus de 50%. On arrive à avoir une performance qui est suffisante. Ça veut dire qu'en fait, on a réussi à faire mieux que des années de recherche et des équipes entières de chercheurs de chez NVIDIA qui, eux, se sont peut-être un peu plus cassés la tête que nous sur comment on code un bon discriminateur. Donc, on peut se dire que ça, c'est des solutions qu'il faut jeter à la poubelle. On ne peut pas se dire on va utiliser un réseau de neurones pour faire ça. Mais voilà, les GAN, c'est un jeu, avant tout. Donc, on va tricher. Alors, on va avoir deux manières de tricher. La première, ça va être arnaquer les règles du jeu. Deuxième méthode, ça va être de faire un peu de rétro-ingénierie, de comprendre comment est fait ce GAN en particulier. Alors, ça ne marche pas sur tous les GAN, mais sur This person does not exist, on a une super propriété, vous allez voir, que j'ai découvert un peu par hasard et qui va nous faciliter grandement la vie. On va faire les deux. Je vais vous montrer. Alors, la première technique, elle n'est pas de moi, elle est assez connue, mais ça peut faire un bon pré-discriminateur. On va refaire un petit jeu. Il devrait être plus facile celui-là, j'espère. Quel visage est réel ici? Est-ce que vous pensez que c'est le visage de gauche qui est une vraie personne? Ok. Super, vous êtes beaucoup. Le visage de droite? Ouais, beaucoup moins. Hein. Ok. On a du coup
un peu cette sensation. Vous savez peut-être pas trop l'expliquer, sauf si vous avez vous avez un peu joué avec ce site déjà. Il y a une technique assez particulière, déjà les expressions de visage, le fait que la photo soit pas carrée, voilà, et il y a une grande propriété qui va être commune à toutes les photos qui vont être générées sur thispersondoesnotexist.com. Je vais vous parler du dataset FFHQ. FFHQ, c'est un dataset de plein d'images. Flickr Faces High Quality, ça s'appelle. C'est 86 000 photos de visage qui ont été récupérées sur Flickr, du coup, donc des photos libres de droit, qui ont été recrop pour faire des photos comme ça 2024 par 1024. Plein de visages. J'ai d'ailleurs découvert qu'il y avait le blogueur Corben dedans en me baladant. Voilà, donc Corben est 1/80 millième de ces deepfakes-là. Voilà, vous l'avez peut-être vu quand je vous montrais cette petite animation. Attention, ça va être une vidéo très cursed. Voilà. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Ça se voit, non? Merci. Voilà, on a ce truc-là que les yeux sont toujours à la même position. Alors ça, c'est notamment parce que le dataset est fait comme ça. Ça va grandement aider, le réseau de neurones à faire des photos plus standardisées, on va dire, et ça facilite l'entraînement. Mais du coup, le fait est que le générateur de StyleGAN 2, qu'est-ce qu'il va faire? Il va générer toujours des photos qui ont les yeux à cet endroit-là. Parce que s'il en générait avec des yeux qui sont autre part, le discriminateur, il aurait juste à regarder la position des yeux et dire « Bah non, là, moi, mon dataset de vraies photos, les yeux, ils sont toujours là. Là, tu m'en proposes une où ils sont pas là. Donc, c'est un faux. Donc, le générateur va apprendre à mettre toujours les yeux à la même position. Ça c'est des vraies photos, d'ailleurs. C'est des vraies personnes. C'est de ce dataset que venait le gars numéro 8, là, qui vous a piégé au tout début, le vrai visage. Voilà. Donc, StyleGAN, il essaye de reproduire le dataset FFHQ. Ce dataset, il a des spécificités qui sont très fortes, notamment la taille de l'image sur laquelle on ne peut pas forcément se baser, et la position des yeux, qui va être généralement assez respectée, parce que les personnes qui font des faux profils ne vont pas s'embêter à crop la photo pour décaler un peu les yeux, quoi. Voilà, donc cette prédétection, elle est assez facile à faire, et c'est ça qui nous met souvent la puce à l'oreille. On se dit, voilà, et on peut se dire, ah bah oui, mais ça va générer pas mal de faux positifs. C'est vrai, mais en attendant, allez sur n'importe quel réseau social. Les vraies personnes dans vos amis, il n'y en a pas deux qui ont les yeux à cet endroit-là. Les photos, elles sont généralement prises selon différents angles. Donc, quand même, ça nous donne ce sentiment-là. Voilà. Exploiter les règles du jeu, ça c'est fait. Donc, c'était pas de moi, hein. Ça, par contre, cette rétro-ingénierie, c'est quelque chose que j'ai découvert un peu par hasard. Oui, j'ai fait partie de ces gens-là qui généraient des faux visages en masse, en faisant des refreshs en boucle. Je pense qu'on peut peut-être le voir, il y a une bonne vitesse de réseau ici. Hop, oula, pardon. Si on fait refresh plusieurs fois, voilà. Ouais, là, vous ne le voyez pas forcément, mais quand je refresh 2 fois assez rapidement, c'est la même photo qui m'est renvoyée. Je m'en suis rendu compte, je me suis dit, c'est peut-être un bug de cache navigateur ou quoi. Donc, je le retente. Un petit script en Python qui fait une boucle infinie qui va juste télécharger l'image, calculer son MD5, son SHA-256, pardon, je suis moderne, et qui affiche les 10 premiers caractères. Et on voit qu'il y a des répétitions. Là, le deuxième et le troisième, c'est le même H. Ensuite, on a une série de 3, là, le 02DA. Donc en fait, c'est l'image si on fait des requêtes rapidement, la même image qui va nous être envoyée. Et ça, c'est super important. Je l'ai testé du coup même sur 2 machines, sur 2 IP différentes et tout ça. Et ça va être la même image. En fait, les images se répètent. Il y a un cache global. Le serveur de thispersondoesnotexist, partout dans le monde, donc pendant à peu près 1,2 secondes, il envoie la même image à tout le monde. Ensuite, il refresh. Il envoie la même image à tout le monde, etc. Ce qui veut dire que si jamais il y avait quelqu'un qui était assez fou pour coder un script et du hardware qui allait juste télécharger H24 toutes les photos de thispersondoesnotexist, finalement on pourrait créer une base de données pour les détecter. Ce mec assez fou, il est sur scène actuellement. Voilà, alors l'architecture elle est relativement simple. On a donc ce script-là, le downloader. Il y a 50 images par minute, donc il faut quand même une capacité réseau, une bande passante qui n'est pas toute petite. Heureusement, ça va. Moi, le truc est hébergé dans mon salon, j'ai la fibre, donc il n'y a aucun souci. C'est vraiment schlag. Je vous montre une photo après. Donc voilà, on télécharge ça dans le disque dur. On met du coup, on a cette base de données là, et ensuite, dès qu'on a une photo de profil un peu suspecte,
hop, on la télécharge, on fait un script qui va parcourir toutes les images, qui check est-ce qu'elle est dans notre base de données. Et si oui, bah, on dit oui, on a un match. Bon, petit problème, c'est pas si facile que ça. On va se rendre compte qu'en fait, on va avoir des soucis de volumétrie, des soucis d'échelle. Franchement, si j'étais un acteur gouvernemental, je me ferais pas du tout chier et j'aurais juste plein de hardware à disposition. Mais là, c'est pas le cas. Voilà, je vous disais, j'ai 100 $ en poche. Donc, on va avoir 72 000 nouvelles images par jour. Une image, ça fait à peu près 450 kilooctets. Le volume total de téléchargement, c'est 32 gigas par jour. Donc, ça fait 11 Tera par an. J'ai pas particulièrement envie d'acheter des disques tous les mois pour assouvir cette passion de télécharger 12 millions de deepfakes par an. Mais voilà. On a deux gros problèmes à résoudre, du coup, donc le stockage, bien évidemment, parce que j'ai pas envie d'acheter des nouveaux disques durs tout le temps, et le temps de recherche, parce que finalement, quand on veut chercher une image dans la base de données, on pourrait prendre le hash de l'image, juste stocker ça et vérifier si le hash est dans la base de données, mais la plupart des réseaux sociaux implémentent des compressions sur les photos de profil, et donc en fait, ça rendrait le truc quasiment inutile. Donc pour ça, bah, le lookup, pour chercher dans notre base de données, il faut faire une comparaison, sortir chacune des images du disque dur et se dire ah oui d'accord, bon celle-là elle est dedans parce que j'ai parcouru toutes mes images, j'ai fait une comparaison visuelle parce que du coup on peut pas faire du hash, il faut vraiment comparer pixel par pixel grosso modo. Et donc une recherche linéaire, bah, elle est proportionnelle à la taille occupée en disque, qui est incroyablement lente ici. Voilà, contrainte de hardware, c'est ce petit truc. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est pas un Raspberry. Ça s'appelle une Jetson Nano. C'est fait par Nvidia, encore Nvidia. C'est un Raspberry Pi avec du GPU dessus. Ça, donc j'ai mis une carte SD de 256 Go dedans. Il y a 4 Go de RAM, le CPU est pas génial, hein. C'est pas mon laptop ici, voire même c'est pas mon téléphone non plus, c'est vraiment assez limité en termes de calcul CPU. Mais du coup, on a du GPU. Et ça, du coup, on peut s'en servir pour un truc qui s'appelle FaceNet. Alors, on va utiliser d'autres réseaux de neurones, encore un autre réseau de neurones qui s'appelle FaceNet. FaceNet, c'est du hashing visuel. Donc, on lui passe une image et il va nous sortir un vecteur de nombres. Ces nombres-là, on peut considérer que c'est un peu un hash. Ces deux vecteurs, donc vraiment, c'est des listes de nombres. Si on lui passe deux photos différentes de la même personne, quelle que soit la pose, s'il a des lunettes, s'il y a un background différent et tout ça, on s'attend à ce que le réseau de neurones il nous renvoie des vecteurs qui soient quasi identiques. Si en revanche on a deux visages différents, même si ils ont les mêmes vêtements, même si ils sont habillés pareil, ils sont au même endroit et tout ça, les vecteurs vont être largement différents. Et donc ça permet notamment de vérifier que deux visages sont la même personne. Et les réseaux de neurones sont super forts là-dessus, bien meilleurs que la plupart des humains. Un vecteur, du coup, c'est 512 valeurs flottantes de 4 octets. Ça fait 2 kilooctets. Donc déjà, on a une très belle réduction en disque. On fait une réduction de 225 pour 1. Et en plus, vu que c'est un réseau de neurones, les réseaux de neurones sont très forts sur les GPU, ils sont super rapides. Donc on peut se permettre d'en calculer 1 par seconde, il n'y a aucun souci, même sur ce petit hardware. Le lookup aussi, la recherche, on peut la faire très facilement, un truc qui s'appelle Elasticsearch OpenDistro, pour faire de la recherche KNN. Donc en gros, on passe un vecteur de nombres à la base de données, et elle va mouliner, et elle va nous ressortir les K vecteurs qui sont les plus proches de celui-là, en distance cosinus. Je vous épargne les détails, mais ça veut dire que les vecteurs, on peut les mettre dans une base de données, et on peut rechercher rapidement des vecteurs similaires, donc rechercher des visages similaires. Ce que j'ai fait en gros, c'est chez moi dans mon salon, j'ai construit une base de données de recherche faciale qui a à peu près l'échelle d'un pays pour 100 balles. Voilà, nouvelle architecture, du coup, les images, on les passe d'abord dans FaceNet, on les passe dans cette base de données Elasticsearch OpenDistro. OpenDistro parce que c'est en gros une version un peu pimpée par la communauté qui va avoir davantage de features, et notamment la recherche KNN qui n'est pas dans Elasticsearch de base. Et dès qu'on a du coup une photo de profil qu'on veut tester, on la passe dans FaceNet, on récupère le vecteur, et on met ça dans
dans notre index et il va nous retourner les K vecteurs les plus proches sur lesquels on peut ensuite calculer un score. Généralement, vu que ça va être rigoureusement la même image, à une compression près, peut-être ils l'ont retourné pour essayer de nous arnaquer, on va avoir un score qui va être quasiment de 100%. Sinon, si l'image n'est pas dans notre base de données, on ne va pas avoir un score très élevé, c'est moins de 50% généralement. Voilà. Alors, point bonus numéro 1 déjà, cette technique, elle est très résistante à plein de techniques que des adversaires pourraient faire pour essayer de nous tromper, notamment couper l'image un peu de travers, rajouter du bruit, rajouter de la compression, de la rotation, etc. Ça, normalement, FaceNet, il s'en fout de toutes ces modifications-là. Il va réussir à produire quasiment le même vecteur et nous permettre de retrouver l'image parmi les millions de visages qu'on a, de le retrouver très précisément. Point bonus numéro 2, sur This Person Does Not Exist, vous vous rappelez, toutes les images apparaissent pendant à peu près une seconde. Ça veut dire qu'en fait, si on arrive à trouver un match très fort, on va avoir aussi la date à laquelle ça a été généré. Ça peut être pas mal pour faire de l'attribution notamment. Si on a plein de profils, on se doute que c'est la même personne qui les administre, mais on n'a aucun lien tangible. On peut se dire, ah bah oui, toutes les photos de profil ont été générées à 3 minutes d'écart. Bon, ça peut vouloir dire quelque chose. Parce que généralement, même s'ils créent plusieurs comptes un peu en échelonné, les photos de profil, ils vont pas s'embêter à retourner tous les 3 jours, à en prendre une bien séparée. De toute façon, le fait que ces personnes-là utilisent This Person Does Not Exist montre qu'ils s'en foutent un peu de se faire attraper, on dirait. Ok, on va faire une petite démo. On espère qu'elle va marcher. Mes collègues sont là, donc je sais que ça va me suivre à tout jamais si la démo foire comme la dernière fois. Hop, on en prend un. Vous me dites stop. Bon, allez, c'est bon. Non, mais... Hop, voilà, on va prendre cette personne-là. Bon, en vrai, ça se voit déjà, des boucles d'oreilles pas symétriques. Les oreilles, pareil, c'est... Généralement, il y a des choses, le background, il se capte assez facilement. Donc c'est pour ça qu'il faut généralement en générer plusieurs avant d'avoir la bonne. Avant d'en avoir une bonne. Bon, voilà. Vous constatez que j'ai pas un grand passé de développeur front-end. Hop. Allez, je vais mettre l'image, donc c'est l'image qu'on vient de télécharger. L'indexation se fait en direct. J'upload. Ah putain. Oh oui, c'est bon. Voilà, et donc là, il m'a retrouvé les images. Alors, ce que j'ai fait, je stocke aussi à gauche, c'est l'image qui est dans ma base de données. Vous voyez, elle est très très floue. En fait, c'est parce que je les compresse à fond. C'est des images qui font 64 par 64 dans mon disque dur. Elles font 4 kilooctets, donc pareil, entre... Cette image-là et cette image-là, celle-là, elle a grosso modo 100 fois moins de pixels. Mais ça permet d'avoir un match visuel et de se confirmer un bon score en fait. Au lieu de faire confiance uniquement au score des vecteurs et dire ah oui 98% c'est pas mal. Là là on le sait quoi. Là on voit c'est rigoureusement la même personne. Ça nous sort aussi des sosies. Je vous invite à essayer avec la photo de votre tête. Ça vous sort des deepfakes qui sont des sosies de vous. Actuellement du coup il y a 16 millions de personnes, 16 millions de deepfakes dans la DB. Donc ça fait quand même un paquet, ça fait un quart de la France en matière d'échelle et on est encore assez large en capacité de stockage. Donc voilà, ça vous dit aussi, ça vous en dit assez long sur les capacités de reconnaissance faciale de à peu près n'importe qui et notamment des gros acteurs. Voilà, alors un autre truc que j'ai pas mentionné, bien évidemment, on peut détecter des deepfakes seulement qui ont été générés pendant que mon script de download tournait. Je crois qu'il tourne depuis juillet dernier, quelque chose comme ça, il y a eu quelques downtime. Mais voilà, si par malchance, les personnes qui administrent les faux comptes les ont générés pendant que mon script n'était pas en train de tourner, là, ils ne sont pas dans la base de données. Donc c'est quand même une limite. J'ai pas non plus 100%. Il y a de la recherche qui se fait sur de l'inversion de réseaux de neurones génératifs, donc c'est-à-dire on lui fournit une image et il essaye de nous trouver le vecteur qui a servi à l'origine à générer ça, le vecteur RNG d'aléatoire. Et ça, du coup, ça pourrait permettre de faire ça, mais c'est pas encore des trucs qui sont assez précis pour avoir des matchs suffisamment convaincants. Alors que là, du coup, c'est du 100% de performance et on le voit vraiment visuellement très facilement. À moins que vous soyez rigoureusement le même sosie et tout ça. Donc on a voilà, un petit peu plus de 15 millions de visages déjà indexés. Hop, attendez, je fais une petite modif. Voilà.
Dispo gratuitement, fada.h25.io. Je crois que c'est du HTTPS, j'ai oublié de le mettre, mais sinon ça marche pas. C'est vraiment système D, hein. Donc il est dans mon salon, qui est à Paris. Pitié, ne le faites pas cramer, il y a mon chat quand même qui vit chez moi. Voilà, donc vous pouvez aller tester, donc ça marche bien avec les photos de This Person Doesn't Exist. Si vous mettez des selfies de vous, je crois que je garde une copie, donc je pourrais vous les commenter. Et le code source aussi est dispo. Alors la base de données ne l'est pas, elle est sur mon disque. Si vous en voulez une copie, je vous l'enverrai avec plaisir. Mais du coup, ça fait une petite centaine de gigas. Voilà, bon, un dernier élément, je vous ai donné donc un bon discriminateur pour ces deepfakes-là. Maintenant, je vais vous présenter un bon générateur. Voilà, vous vous souvenez un peu la terminologie des GAN. Hop. Alors, StyleGAN 2, c'est... scannez pas tout de suite le QR code, je vais vous montrer ce qu'il fait. StyleGAN 2, du coup, c'est un truc difficile à entraîner, mais on peut télécharger le même modèle que sur This Person Does Not Exist, en lui mettant nos propres valeurs aléatoires dedans, et en générant, du coup, nos propres deepfakes. Ce qui permet, en fait, de complètement éviter cette forme de détection de mon outil, parce que mon outil il se base sur le fait que ce soit généré spécifiquement par le script de This Person Does Not Exist qui renvoie la même chose à plein de gens. Alors je vous ai créé un petit Google Colab. Si vous ne connaissez pas, c'est en gros des Jupyter Notebook. Vous pouvez faire tourner du Python dans le web, grosso modo, dans le cloud Google. C'est le Google Docs de Python, en gros. Voilà, alors le script il est assez simple. 90% je l'ai volé à Jeff Eaton. Voilà. Mais le code marche plutôt bien. Donc là, ce qu'il est en train de faire, il est en train d'importer le .pkl. .pkl en Python, donc pickle, c'est des fichiers, des objets compressés. Donc là, il est en train d'importer les poids du réseau de neurones, donc les paramètres, pour pouvoir le mettre en œuvre. Et ce qu'on va faire, c'est... voilà, je crois qu'il est en train de terminer. Compiling, preprocessing, ok, très bien. Et donc, ce qu'on va faire, c'est donner une seed aléatoire, générer un vecteur. Alors, le vecteur d'input, c'est un vecteur qui fait 100... Je sais plus combien, 128 de long, je crois. Donc, on prend une seed aléatoire. Là, on peut la changer immédiatement. Et on va pouvoir générer nos propres visages avec ce réseau-là. Bon, j'essaye de meubler, mais il est un peu lent aujourd'hui, là. Voilà. Donc, this is the base face corresponding to seed. Là, j'ai mis une seed au hasard. Et il va nous sortir voilà, ce visage-là. Bon, je peux le changer si vous voulez, parce que là, c'est vrai qu'il était déjà pré-calque. Voilà. Et donc là, on peut en générer à la volée autant qu'on veut. Et on peut aussi générer des variants. Alors, en faisant tourner ce truc-là, on a une propriété dans les réseaux de neurones qui s'appelle la continuité. La continuité, dans un réseau de neurones, c'est une fonction continue, hein, c'est exactement la même chose. Si on modifie un tout petit peu l'input qu'on lui fournit, l'output ne va pas être grandement modifié, il va aussi bouger un petit peu. Et donc ça, en fait, en modifiant un petit peu le vecteur aléatoire d'entrée qu'on lui donne, en changeant une valeur de 0,1 par exemple, et le visage va changer assez légèrement. Et donc, en faisant un changement qui soit suffisamment grand, on va pouvoir avoir, alors ça ne marche pas toujours, mais on va avoir en fait différents visages qui vont beaucoup se ressembler. Là par exemple, vous voyez le fond, je ne sais pas si on le voit très bien, le fond est un peu marron, là le fond va être gris. Peut-être qu'on ne modifie pas assez les valeurs. Voilà. Bon, là ça ressemble beaucoup, c'est une personne qui a l'air un poil plus jeune. Ça vous permet du coup d'avoir plusieurs variantes de votre deepfake pour faire, si vous avez plusieurs photos de profil et tout ça, c'est beaucoup plus réaliste que d'avoir la même partout. Voilà, donc ça c'est un peu le bonus point numéro 3. Voilà, donc si vous le voulez, il est là, le collab. Je tweeterai les slides aussi si vous voulez les récupérer pour faire ça à la maison. Et vous n'avez même pas besoin d'installer quoi que ce soit, ça tourne dans le navigateur. Voilà, et donc ce bonus points numéro 3, on peut avoir du coup plusieurs variantes du même visage. Voilà. Je vous remercie. Alors, juste avant de conclure, mon Twitter est là, mes DM sont ouverts si vous voulez. On recrute, vous n'allez pas voir moi, on recrute des devs full stack, les vrais devs, ils sont sur les bancs ici. Moi, je suis juste un flûtiste chez Coding Game. Et n'hésitez pas aussi à laisser du feedback sur le QR code. Je vous remercie.